Juste pour vous présenter rapidement Manuela Dechamps-Otamendi, qui est graphiste à Bruxelles, brillantissime graphiste, dont rendez-vous compte de la chance que vous avez de l'avoir ici. Et aussi pour dire, non mais le sujet de la conférence, et je pense que c'est important dans le cadre des 3 journées qui ont lieu maintenant, mais de façon plus globale, la question graphique, ce n'est pas une question de communication uniquement, c'est une question de langage. Et je trouve ça c'est important de le savoir, donc j'imagine que tu vas peut-être un peu en parler. Mais tout ce rapport entre image, texte, dessin, c'est pas juste qu'on communique et c'est pas juste qu'on. La question du langage, c'est pas uniquement qu'on pense et puis qu'on le dit. Le fait de le dire, ça modifie la pensée, etc., etc. Et ce qui est hyper important à comprendre, c'est que dans tout le travail de mise en œuvre, de mise en forme, de mise en page, de graphisme, c'est qu'on construit un élément de réflexion et de pensée autant qu'on est en train de construire un élément de communication. Et c'est un truc, je pense, qu'on ne dit pas assez souvent et qu'il faut que vous soyez, à mon avis, assez conscient pour la suite de vos études, le futur, tout ça, tout ça. Enfin bref, j'imagine que tu veux un peu développer tout ça. C'était pas vraiment dans cet axe-là, Tant mais pis. c'est bien, c'est un complément, c'est très bien. Bon, je vous On va laisse à cette voir. soirée avec Manuela. Enfin non, moi je suis là, mais je vais aller voir pour éteindre les lumières. Ok. Donc bonsoir, merci d'être là malgré le froid présent dans cette salle. Mais donc merci beaucoup à vous. Et juste pour petit complément, dire quelques mots peut-être sur moi-même. Je vais mettre en route le chronomètre, comme ça je vois si je dépasse pas trop. Donc, je suis de formation graphiste. J'ai enseigné notamment aussi dans une école d'architecture à Liège, donc à Bruxelles, en Wallonie, des questions de présentation de projets pendant, je ne sais plus trop, quelque chose comme 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis actuellement, depuis maintenant plus de 10 ans, j'enseigne dans une école d'art, l'ERG, École de recherche graphique à Bruxelles. Des cours, au début je faisais des cours de graphisme et puis maintenant je suis en orientation typographie, donc de façon plus précise le travail du texte. Et, et donc, on a travaillé plusieurs fois ensemble avec Cédric. Donc, vous allez voir notamment un projet qu'on a fait ensemble. Comme ça, vous avez un petit contexte de qui je suis. Alors, ici, pour commencer, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous dire, moi, en tant que graphiste, à vous, jeunes futurs architectes ou déjà architectes, et qui pourrait vous être d'utilité. Donc je me suis dit que certainement, bien sûr, vous êtes amené à vous poser des questions vous avez un contenu, quelle forme doit revêtir ce contenu. Donc je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de partager avec vous la façon dont moi j'envisage d'un côté le graphisme, à quoi ça sert, donc le design graphique, parce que c'est peut-être pas aussi évident que ça, et aussi la façon dont moi je prends mes décisions. Donc on est confronté à devoir choisir une forme, une couleur, une typo, un médium, un support. Donc quelle est la façon que moi j'utilise pour faire tous ces choix, comme ça, pour partager. Et vous allez voir que ce n'est pas très différent de ce que vous faites pour un projet d'architecture. Donc tout d'abord, je commencerai par vous montrer ce que le graphisme n'est pas. Juste peut-être les lumières. Donc il ne s'agit pas de revêtir d'une couche jolie, de choisir des jolies couleurs et de mettre une couche de décoration comme on décorerait un sapin de Noël, même si c'est presque la période. Donc il ne s'agit pas de ça. Si je devais choisir une analogie, je dirais plutôt que c'est plus proche de réaliser un film, de mettre en scène un film. Déjà, c'est beaucoup plus valorisant que s'occuper du sapin de Noël. Mais aussi, j'ai identifié en fait trois
trois parties clés pour faire un film. Donc, il y a la question de la narration, de voir comment on raconte l'histoire, le casting et les décors. Donc, c'est un peu ça qu'on fait du graphisme, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on vient avec une histoire, on a une histoire à raconter, ou notre client, moi, en tout cas, en tant que graphiste, on vient avec un script et je vais décider de quelle est la structure que je vais appliquer à cette histoire, quel rythme, quelle hiérarchie, par quoi je commence, quelle est la durée des scènes. Donc ça, c'est des questions vraiment purement de design graphique. Et le casting, je dirais, en réalisation de film, il s'agit de choisir les acteurs qui vont incarner les personnages. Ben, en design graphique, il s'agirait, ces personnages, ce seraient les images et les typographies. Donc les polices des caractères qui vont transmettre un certain ton et qui vont vraiment incarner l'histoire. Après, par rapport au décor, ben, le décor, tu peux choisir un décor en fonction de la temporalité que tu veux communiquer. Donc, si tu veux faire référence à une période, à un temps précis, à une ambiance. Donc, en design graphique, on fait notamment ça, bien sûr par la typographie aussi et les images, mais aussi également par la couleur et la matérialité des objets que tu vas produire. Alors ici, juste une petite image de ce que j'appelle un mauvais casting. Donc il s'agit d'un mémorial pour les victimes, toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Et c'est un mémorial qui a été fait aux Pays-Bas et qui finalement n'a pas vu le jour parce qu'il a fait polémique. Mais aussi, ils ont notamment parlé de l'usage de la typographie. Donc le choix qu'ils avaient fait, ils avaient choisi la Comic Sans. Je ne sais pas si c'est une typographie que vous connaissez. En tout cas, vous l'avez par défaut dans je pense, tous les ordinateurs. Bon, en soi, moi, j'ai rien contre la Comic Sans. C'est vrai que je l'utilise jamais. C'est une police qui est beaucoup AI. Il y a même des groupes Facebook qui existent contre cette police de caractère, la pauvre. Mais il faut avouer qu'il faut comprendre un peu le contexte de son origine. Donc en 1995, Microsoft se rend compte que dans les polices qu'ils proposent, il n'y a rien de très informel. Donc pour des usages plus informels, donc si on veut faire je sais pas, une fête de bureau, ben voilà, il fallait retrouver une police qui puisse convenir, dont le ton puisse convenir, donc quelque chose de plus informel et convivial. Bon, voilà, c'était ça le but. Et donc ici, bien entendu, ben, pour un mémorial de guerre, c'est peut-être pas le plus approprié, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire parler de la typographie dans les journaux, dans les médias. C'est un peu triste, mais voilà, c'est pour un mauvais casting, quoi. Alors, j'avais envie de dire cette phrase, c'est donc un bon script ne fait pas un bon film, mais pour faire un bon film, tu as intérêt à avoir un bon script. C'est une phrase que je ne sais plus si, je crois que j'ai assemblé plusieurs citations que j'ai entendues, et pour moi, ça fait tout à fait sens par rapport au design graphique, c'est-à-dire que bah, ce n'est pas tout la forme que tu vas choisir, l'habit que tu vas revêtir, ils te font un bon contenu, quoi. Pour faire un bon projet, il faut un bon contenu. Et je dirais même aussi, je pourrais rajouter que c'est pas mal d'avoir un bon client. Un bon client aide aussi. Un bon client, c'est quoi? En même temps, c'est quelqu'un qui est éclairé, peut-être au niveau du design graphique pour pouvoir juger, mais aussi ça peut être un client qui s'y connaît pas du tout et qui justement te fait confiance et te laisse en quelque sorte carte blanche de ce côté, quoi. Donc voilà. Après, donc pour parler la façon dont moi j'utilise, j'essaie le plus possible de suivre cette règle. J'ai appelé ça les règles du jeu.
parce que pour moi, c'est vraiment un jeu. Il y a quelque chose de plaisant quand même dans mon métier, heureusement. Et c'est pourtant, les règles du jeu, ce sont des contraintes. Bon, ça peut sembler un peu limitant, pas du tout rigolo, mais c'est tout au contraire. C'est toujours une découverte quand tu te bases sur des contraintes, parce que tu ne sais jamais où est-ce que tu vas arriver à la fin, quel va être le résultat qui va dépendre de ces contraintes. Faut aussi que je dise que ce terme de contrainte, je l'ai pris de Mavis and Van Dersen, qui sont des graphistes néerlandais, et qui ont écrit un petit texte que j'ai lu il y a des années, et qui m'a vraiment parlé, parce que c'est vraiment comme ça que j'envisage mon travail, quoi. Donc par rapport à ces contraintes, il s'agit de quoi? Il s'agit de contraintes qui sont très proches de contraintes que vous allez que vous allez avoir en architecture et dans tout autre métier qui est en lien avec le domaine du design, je dirais. Donc ça veut dire quoi? D'un côté, on a les contraintes, bien sûr, de temps et d'argent, hein, le budget. C'est un peu galvaudé ce que je vais dire, mais c'est vrai que quand on a peu de budget, je me suis vraiment rendu compte, et vous allez le voir, qu'on devient beaucoup plus créatif, quoi. Après, les questions de contenu. Quand je parle de contenu, c'est d'un côté, c'est la nature même de la matière que tu vas travailler. Donc, est-ce qu'il s'agit, quel est le format des images, quelle est la longueur des textes, quelle est la nature de tout ce contenu, de bien comprendre la nature, mais aussi le contenu, c'est les sujets, les thématiques que tu vas travailler. Donc moi, en tant que designer graphique, je deviens en quelque sorte, le temps du projet, et même plus, fan numéro un des sujets que je dois travailler, quoi. Donc c'est très important pour ça, faire parler le plus possible son client pour qu'il te raconte tous les tenants aboutissants, même des choses que tu te dis que tu n'en auras pas besoin pour faire ce travail, mais tu ne sais jamais où est-ce que tu vas trouver des idées. Donc le contenu et la thématique sont extrêmement importantes. Après, il y a les questions de contexte. Donc se poser la question, est-ce que mon projet a un lien avec quelque chose dans ce domaine? Ça veut dire, est-ce qu'il a déjà été réalisé? Est-ce qu'il doit répondre à des considérations d'un contexte précis? Après, il y a les questions, bien sûr, des expectatives. Il y a toujours l'expectative d'un côté des commanditaires, qu'est-ce qu'ils attendent, mais aussi il faut savoir devancer, moi j'appelle ça devancer les expectatives du client, vraiment essayer de deviner en quelque sorte qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin, et que lui-même ne sait pas qu'il a besoin. Mais dès que tu lui présentes, il comprend qu'il en a besoin. Et après aussi, c'est les expectatives du public, parce que le public, il n'est pas là lors des réunions pour pouvoir dire ce qu'il en pense. Ben, c'est pas mal d'avoir ça en tête aussi et d'en tenir compte et d'essayer de se mettre à leur place. Et si c'est possible, bien sûr, d'avoir un feedback de leur côté. Alors, par rapport à toutes ces contraintes, donc, comme je disais, je pars vraiment de ça. C'est ça qui va me donner, en fait, tous les résultats et toutes les solutions que je cherche. Donc, tous les choix que je vais faire, que ce soit ici, vous voyez, j'ai écrit support. Donc, ça veut dire, est-ce que vous allez vous demander, est-ce que j'ai besoin que ce soit le support, un objet imprimé, ou est-ce que peut-être le digital convient parfaitement aux besoins, à la demande? Est-ce qu'il s'agit d'une affiche, d'un livre? Qu'est-ce que c'est l'objet exactement? Après, les questions de format, bien sûr, quand on fait quelque chose, on doit définir le format, surtout en impression, qu'on va utiliser. Ben, toutes ces contraintes vont pouvoir aussi permettre de choisir précisément le format. Après, comme je disais avant,
la question de la structure, comment séquencer les choses, dans quel ordre raconter les histoires, comment organiser, peut-être sélectionner des choses, mettre en avant, hiérarchiser. Donc tout ça, ça peut venir aussi des contraintes. Après, la question, bien sûr, de la typographie. La typographie, elle peut raconter beaucoup de choses. Elle peut raconter un lien avec un contexte historique, avec un ton qui fasse appel je ne sais pas, à une ambiance aussi. Après, on a la question de la couleur. Est-ce que tu as besoin d'utiliser la couleur ou peut-être juste le noir et blanc suffit? La question de la matérialité. Donc, quel type de papier, par exemple, quand on est en super imprimé, utiliser? Il y en a plein. Et après, les questions, bien sûr, de layout, de mise en page, de comment on place les choses, quelle est la grille qu'on va utiliser. Et pour finir, les questions de reliure et de façonnage, donc comment ton objet va tenir ensemble s'il est composé de plusieurs éléments. Donc de tout ça, j'ai fait un petit schéma ici qui montre vraiment que je peux partir de n'importe quel de ces aspects, de ces paramètres, de ces contraintes pour définir n'importe lequel de ces choix que je dois faire. Alors maintenant, bon, bientôt vont venir les images. Hein. Donc ici, je vais commencer par... donc je vais vous montrer maintenant une série de projets que j'ai réalisés. Je crois qu'il y en a plus ou moins 8. Et pour lesquels j'ai fait le petit exercice ici pour la conférence de réaliser vraiment le schéma qui correspond au projet. Donc on va commencer par Pod City, qui est une publication. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de lignes qui vont dans tous les sens. Mais j'ai décidé, plutôt que de vous parler de tous les projets en détail, de pointer uniquement certains aspects de chaque projet. Donc ici, je vais vous parler uniquement du format et vous allez voir que ça donne déjà on a beaucoup de quoi parler, quoi. Alors ici, on est à Venise. Donc il fait chaud, il faut s'imaginer le contexte. Hein. Et donc je suis invitée pour réaliser le catalogue du pavillon du Luxembourg à la Biennale de Venise. Donc pour décider notamment du format, donc j'avais vu que la proposition qui était faite par les architectes et ce qu'ils allaient vraiment montrer à l'exposition, au pavillon, c'était une énorme maquette tellement grande qu'en fait, elle traversait les murs de l'espace d'exposition du Palazzo Duca de Duca. Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et donc, cette dimension, vraiment, ce rapport au format était très, très présent. Donc, je me suis dit, de façon, il ne faut pas chercher parfois midi à 14h. Je me suis dit, ils ont fait une grosse maquette, une grande maquette. Je vais faire un grand livre. Après, pour définir un peu plus précisément, il faut savoir que c'est un projet qui n'est pas voulu comme une proposition réaliste, mais c'était plutôt une espèce de proposition, une fiction, une utopie qu'il proposait. Donc il jouait vraiment sur l'ambiguïté du statut de ce projet. Est-ce que c'est un vrai projet ou c'est vraiment du délire, quoi? Donc je me suis dit ce serait intéressant aussi d'essayer de communiquer cet aspect d'ambiguïté au niveau du support. Donc plutôt que de faire simplement un livre, j'ai fait un livre que, en le voyant, tu n'es pas très, très sûr de ce que c'est. Est-ce que c'est un livre ou pas? Ou c'est autre chose? J'ai ici tout l'ensemble des livres et des choses que je vais vous montrer. Donc vous pourrez les consulter tout à l'heure. Et donc, il s'agit bien de celui-ci, comme vous voyez. Je ne sais pas si l'échelle est vraiment visible, mais c'est vraiment un grand objet. Il s'agit d'une boîte dans laquelle
on retrouve oui, je vais le montrer à l'écran, ce sera plus simple. Donc, à l'intérieur, on retrouve 3 brochures encartées. Et ces 3 brochures ont 3 formats différents. Donc ici, je vais essayer de rien que vous parler du format. Pour choisir les différents formats, je me suis vraiment basée sur le fait que leur projet était en fait une analyse sur le développement à l'échelle du territoire, le développement urbain, une espèce de prospection, d'imaginer qu'est-ce que ça peut donner au XXIe siècle, les villes et la croissance des villes, et plus précisément dans le cas du Luxembourg. Et donc ils avaient fait une analyse en partant de l'échelle domestique, en passant par l'échelle du territoire du Luxembourg, mais jusqu'à l'échelle européenne. Donc dans toute leur façon d'envisager le projet, la proposition, il y avait cet effet de zoom et de dézoom. À chaque fois, il y avait ça. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de reproduire ça, d'essayer de transmettre ça aussi également par les formats des objets. Donc, c'est pour ça que c'est divisé en 3 parties de formats, à chaque fois de plus en plus petites ou de plus en plus grandes, selon comment on le voit, quoi. Alors après, donc, comme je vous disais, j'essaie toujours de vraiment faire parler mon client et qu'il me raconte tout du projet et des à côté. Et donc, il m'expliquait qu'ils avaient un peu la problématique que le pavillon du Luxembourg ne se situe pas dans les Giardini, donc l'endroit où on retrouve les autres pavillons, mais il se situe vraiment perdu dans la ville. Ils avaient un peu peur que les gens passent à côté et qu'ils ne viennent pas le visiter. Mais malheureusement, la ville de Venise avait une législation, je ne sais pas comment le dire, la ville de Venise interdit le fait de pouvoir mettre des publicités ou des indications sur les murs. On ne peut rien afficher, ou c'est vraiment très, très localisé. Donc, ils avaient vraiment peur de ça, que les gens, au niveau de la communication, comment faire amener les gens. Et donc, je me suis dit, peut-être que si je fais un livre tellement grand que les personnes qui l'achètent ou qui le reçoivent ne peuvent pas le mettre dans leur tote bag ou dans leur, voilà, dans un sac plastique. Et donc, ils vont être obligés à se balader dans la ville avec le livre sous la main. Et la couverture, c'est vraiment le logo du projet avec le nom. Donc, ça va être ça fonctionne vraiment comme une affiche. Donc, en même temps, ils ont demandé à la base un livre, mais au final, ils ont eu aussi de la pub, quoi. Donc, c'est là où, au niveau du support, j'ai répondu aussi aux expectatives du client. J'ai été au-delà que ce qu'il pouvait imaginer. Donc ici, quelques images de gens. On avait pris des photos des gens à Venise. Et aussi, pour 3 fois rien, je me suis dit, en voyant la législation, j'ai demandé à voir s'il y avait moyen d'avoir le texte. Et j'ai cru comprendre qu'il ne disait rien à propos d'un affichage au sol amovible. Donc, j'ai vite été imprimer des autocollants du logo qui avait la forme triangulaire, j'avais de la chance, et qui pouvait fonctionner un peu comme des flèches qui indiquent le chemin pour arriver jusqu'au pavillon. Donc, dans la ville, on s'était amusé et de partout, on avait placé ces autocollants qui guidaient jusqu'au pavillon. Après, bien sûr, quand je savais que le livre devait être grand, mais pour définir précisément quelle dimension exacte, donc j'étais les voir dans mes contraintes et j'ai pensé au public. Pour le fait, j'ai déjà été plusieurs fois à la Biennale de Venise par ailleurs, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de plein de villes différentes d'Europe et qui se rendent à Venise en utilisant des vols low cost. Et les restrictions de bagages
ben voilà, ils sont très restrictifs. Ryanair communiquait des dimensions précises, maximales pour les bagages, et on ne pouvait rien avoir en main. Donc je me suis dit, donc peut-être qu'il faut se baser sur ça pour être sûr que ça rentre quand même dans la valise et qu'ils peuvent repartir avec, quoi. Donc c'est des choses extrêmement concrètes et pratiques. Mais donc j'ai demandé à mes clients de me communiquer les dimensions, ce qu'ils ont fait. Mais on ne s'est pas très bien compris, je pense. Mais le fait est qu'on n'avait pas réfléchi que les valises ont des bords arrondis. Donc forcément, on ne peut pas mettre, si on prend vraiment ce format comme référence, on ne peut pas le placer à l'intérieur de la valise. Donc ici, c'est juste une petite photo, on en a reçu plusieurs, de gens très créatifs qui nous ont envoyé des photos de comment ils se sont démerdés pour pouvoir repartir chez eux avec le livre. Ici, c'est des amis justement qui avaient rassemblé, ils étaient à plusieurs, ils ont fait une valise en fait de l'ensemble des catalogues, de leur catalogue. Je ne sais pas, la personne qui avait cette valise, qu'est-ce qu'elle a fait de sa valise, ça je n'ai pas demandé. Mais il y en a qui le mettaient sous leur manteau à l'arrière, il y en a qui ont pris du scotch et scotché à l'extérieur de la valise. Bon, c'était vraiment, ils sont devenus extrêmement créatifs. Ils se sont dit, mais comment vous n'avez pas pensé à ça? Mais bon, on en avait pensé, justement, malheureusement. Bon, voilà. Donc ça, c'était juste le format. Ici, je vais vous parler d'une identité graphique. Il s'agit d'une identité pour un bureau de graphisme, d'architecture, qui s'appelle La Belle Architecture, et avec qui justement je partage mon espace où je travaille. Donc on se connaît bien, on partage le même espace depuis des années. Et donc ils m'avaient demandé de réaliser leur logo. Et comme vous voyez dans le petit schéma, il y a beaucoup de choses. La plupart des choix que j'ai dû prendre proviennent de leurs expectatives. Donc je leur ai demandé de réfléchir, à me faire un brief, quoi. Parce que sinon, je savais qu'ils n'allaient pas prendre ça au sérieux. Et donc, le brief qu'ils m'ont donné, c'est no design. Donc, ils ne voulaient pas quelque chose qui faisait design, quelque chose qui ne ressemble pas à un objet designé, donc pas du tout du graphisme en quelque sorte. Donc, j'étais fort embêtée. Mais en même temps, ça avait tout son sens par rapport à la façon dont ils envisagent leur projet, puisque pour beaucoup de leurs projets, le choix formel, esthétique, est repris vraiment sur base de l'existant, souvent. Donc voilà, comme ça faisait sens, je me suis dit, bon, ben, je prends ça. Après, je leur ai demandé, est-ce que vous avez des références ou des choses qui vous intéressent? Et leur référence, c'était la bière. Donc voilà, allez, santé pour eux. Hein. Donc voilà, ça c'était la table à laquelle on était assis pour faire notre réunion. Donc c'était la Duvel. Ils m'ont dit, ben voilà, si ça pouvait fonctionner aussi bien que l'étiquette de bière, ce serait cool. Donc voilà. Alors, je suis venue pour répondre à ça. Tout d'abord, je me suis demandé quel typo j'allais choisir. Donc, je me suis dit une typo plutôt simple, linéale, pourrait très bien leur convenir, mais il n'en était pas question d'utiliser une Helvetica qui est vraiment, a priori, je me serais dit, la plus neutre, la moins design, mais c'est vraiment une typographie très design pour le coup. Alors, je me suis dit, quelle est la typo on va dire produit blanc, je ne sais pas si ça se dit en France, le produit blanc, donc plus populaire. Hein. La correspondante à l'Helvetica, ben, c'est tout simplement l'Arial. Alors pour une graphiste, travailler avec l'Arial, ben, normalement c'est un peu comme, bon c'est pas aussi fort que travailler avec la Comic Sans, mais presque. Hein. Mais je me suis dit, allez, défi, ça répond à la demande, je vais quand même tenter le coup, quoi. Donc voilà, j'ai écrit très simplement leur nom. Et puis pour la deuxième partie de leur brief, le rapport à la bière, je me suis dit, bah voilà, le rapport à l'étiquette et en même temps le fait
de pouvoir être fier, le label, bon, ça avait tout son sens aussi par rapport au sens du mot et en les connaissant. Et en même temps, il y avait un côté extrêmement basique, quoi. Et donc, je suis partie sur ça par rapport aussi à tous les éléments que j'ai fait pour eux, que ce soit leur courrier, leur facture, leur site web, leur carte de visite. Donc, tout devait être du design. Ils m'ont demandé de faire du design comme si c'était la commune du coin qui l'avait fait. Donc, c'était pas évident comme de répondre à ça. Donc en même temps, j'ai quand même une certaine éthique, je ne sais pas comment dire, ou attente quand même de mon travail. Donc ça devait jouer vraiment sur la limite. Donc j'ai jamais eu un projet aussi qui était vraiment un vrai défi de comment du design peut être du non-design et qui soit quand même quelque chose pour lequel je puisse être fière, quoi. Et donc en tout cas, j'ai l'impression que j'ai rempli la mission, quoi. Alors, par rapport à... Maintenant, on va passer à un tout autre projet. Alors, il s'agit d'une publication. Et ici, comme vous voyez dans le schéma, il y a beaucoup de choses que j'ai pris du contenu, hein. Ça, c'est souvent quand même la thématique, le sens. Mais aussi, j'ai envie de parler pour ce projet, vous parler du paramètre temps-budget. Alors, pour cette publication, il s'agit, juste pour mettre le contexte quand même un peu, il s'agit d'une publication qui retrace un workshop qu'ils ont organisé. Mes clients, c'est des architectes et des enseignants en architecture. Ils ont réalisé ce workshop sur la thématique des bâtiments, des grands bâtiments d'appartements des années 50-60 à Liège, donc une ville en Wallonie, en Belgique. Donc ils ont questionné cette typologie-là précisément. Et donc ils sont venus me voir pour faire ce livre. Et ils m'ont dit, ben, on n'a pas beaucoup de sous. Et notamment, c'était peut-être pas dans la même phrase, mais ils m'ont aussi dit qu'ils avaient le temps. Et donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, je me suis dit, OK, comment on peut faire quand même quelque chose qui... ils avaient envie de faire un beau livre, ils avaient beaucoup d'ambition, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et alors, je me suis dit, OK, très bien. La plupart du livre principal est imprimé simplement en noir et blanc, donc c'est beaucoup plus économique. Donc ici, quelques pages, vous voyez la situation, des photos historiques. Puis il y avait aussi des textes, des articles, des essais. Et il y avait quand même une partie qui était les documents, les documents qui étaient la résultante des participants à ce workshop. Et je me suis dit, je vais consacrer la couleur, donc le gros de l'argent, pour ces quelques pages en couleur, pour montrer au mieux le résultat, quoi. Parce que montrer ça en noir et blanc, ça n'aurait pas été pareil, quoi. Et sinon, par ailleurs, je me suis informée d'un autre imprimeur qui imprimait en fait des plus petits formats en couleur et très bon marché. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais réaliser comme des toutes petites brochures que je vais demander qu'elles soient agrafées, imprimées donc chez cet autre imprimeur. Et puis, on a donc ces petites brochures ont été encollées manuellement par mes clients. Donc, étant donné qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient le temps, je me suis dit, bah, très bien, vous venez chez moi, on va faire un workshop aussi. Donc, on était quoi, 4-5 dans mon studio à coller ces petites brochures, on va dire. Et ça avait quand même aussi tout son sens parce que ces brochures, il s'agissait des contributions extérieures. Ils ont demandé à des photographes de prendre en photo les photos ici, par exemple des halls d'entrée des bâtiments existants ou des intérieurs. Et donc, le fait que ça ne fasse pas partie complètement du workshop, mais que c'est une commande en parallèle,
le fait que c'est un objet à un autre format, qu'on sent que ça a été, bon, même si c'est très bien fait, donc vous allez voir qu'on ne voit pas que ça a été rajouté à la main, mais on sent quand même la différence de papier et tout, et rien que par le format, il y a ce rapport à quelque chose d'autre, quoi. Donc, et aussi, il y avait la contribution de dessin. Ils ont demandé à une illustratrice de faire une série de dessins. Et donc, pour le format de cette brochure, on collait aussi. J'ai gardé son format original parce que je trouvais que ça faisait vraiment sens aussi par rapport à ces dessins, de ne pas les avoir en tout petit ou en trop grand, quoi. C'était vraiment l'échelle prévue, quoi. Alors, j'ai un grand merci à la Rollerprint qui nous a permis d'en coller tous ces exemplaires. Donc voilà, et qui, par ailleurs, j'ai fait pas mal de projets avec ça. Et aussi même la couverture, je reviens à la couverture parce que pour la couverture, bah, vous pourrez la manipuler, la toucher plus tard, mais il s'agit en fait d'un autocollant. L'idée, c'était de représenter ces immeubles. Il y a comme ça une image un peu fantomatique à Liège par rapport à ces immeubles qui se ressemblent tous, mais qui sont pourtant très différents. Donc, j'avais envie de représenter ces immeubles juste une espèce de axonométrie de l'immeuble. Et on a réalisé des autocollants aussi collés manuellement par mes clients. Donc, l'impression de la couverture, c'est juste en noir, donc ça ne coûte pas très cher, avec un papier qui est du papier de packaging, donc qui n'était pas prévu normalement pour l'impression, donc vraiment un très bon prix. Et aussi, ça avait tout son sens par le côté industriel. Bon, il y avait une logique aussi par rapport au genre de projet. Donc, ils sont venus en coller ces autocollants, et ce qui a permis aussi de donner des formes différentes au bâtiment. On avait des différentes proportions pour les couvertures. Bon, ici, je vous en ai amené qu'un, hein, parce que c'est lourd. Mais voilà. Alors, le suivant projet, je vais vous parler plus précisément de l'aspect de la couleur. Alors, comment la couleur peut faire vraiment jouer un rôle important et aussi, comme vous voyez, répondre à plusieurs des paramètres. Donc, il s'agit en fait, une revue. Donc, pour l'instant, on en a fait 3 numéros. C'est un numéro par an. Et il s'agit d'une revue qui est là pour promouvoir et soutenir les projets de recherche dans le cadre des arts plastiques auprès des institutions, des écoles et de l'université. Pardon. Donc, je me suis dit comment faire. Quand tu fais une revue, ben, il y a cette idée de collection, de faire qu'elles soient reconnaissables, mais en même temps, bien sûr, il n'était pas question de mettre en couverture une image, un projet plutôt qu'un autre. Donc, la piste typographique était quelque chose d'assez évident dès le départ. Mais en même temps, j'avais envie, je me suis dit comment créer quelque chose qui soit identifiable et en même temps qui puisse évoluer. Donc j'ai pensé à la couleur, mais ça ne pouvait pas être juste une couleur. Et je me suis dit, on pourrait partir sur une espèce d'effet dégradé, donc, qui en plus reflète, communique cette idée de panorama de ce qui se passe au niveau de la recherche en art plastique. Donc la couleur me semblait quelque chose aussi que dans différents domaines était quelque chose qui était forcément tenu en compte. Et donc à chaque fois, il y a cette évolution de la couleur et ça devient un objet vraiment reconnaissable, mais on est surpris à chaque fois de savoir, on me pose souvent la question, c'est quoi la prochaine couleur, quoi? C'est quoi, ça va être quoi? Donc là, je commence maintenant le prochain numéro, donc on va partir du vert. Je n'ai pas encore décidé. Si vous avez des suggestions. Voilà. Et donc pour la typo aussi, d'un côté, on a les chercheurs qui ont été sélectionnés. Pour ça, ils sont représentés avec la typo linéale.
Et puis, à chaque fois dans la revue, on invite d'autres chercheurs, d'autres artistes à parler ou témoigner de leur projet. Donc, il fallait faire quand même la distinction entre les deux. Donc, pour les invités, on a choisi une typo plutôt empattement, quoi. Donc, la typo qui est en dessous. Alors après, je vais vous parler aussi de sériels. Donc, c'est une collection de livres. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont apparus. Je vais vous montrer plutôt un, même si ici, en vrai, j'ai les deux numéros, quoi. Je sais plus où ils sont. Bon, voilà, vous pourrez le voir après. Donc, il s'agit d'une série, d'une collection initiée par 51-4E, les architectes belges, que peut-être vous connaissez. Et la collection s'appelle Chapters, c'est en anglais. Et donc, je me suis posé la question de comment, pour ce projet, étant donné que ça allait être une collection, comment faire cet effet de collection, donc sur quoi je pouvais jouer pour qu'on puisse reconnaître à chaque fois qu'il s'agit bien de la même collection. Donc je me suis dit que ce serait intéressant plutôt que justement ne pas nécessairement jouer par l'effet de couverture, mais plutôt essayer de travailler ça au niveau de la structure. Donc j'ai vu avec mes clients, on s'est rendu compte en analysant un peu leur approche et ce qu'ils comptaient montrer dans cette collection, qu'on pouvait très clairement différencier 3 types de contenus. D'un côté, il y avait tout ce qui était ce qu'on appelait the proof, la preuve, donc la réalité même du projet, très souvent, ce qui se passe sans commentaire. Après, il y a comment on a fait le projet, donc l'histoire, l'explication, et puis pour finir, tout ce qui est de l'ordre des réflexions plus générales sur des thématiques qui sont abordées dans ce projet ou dans ce numéro. Donc plus concrètement, donc, vous allez voir ici, donc, on ouvre le livre et à droite commence une série d'images, de photos de différents photographes de ce qui se passe vraiment sur place. Ici, le premier numéro, c'est un projet sur la place à Skanderberg, à Tirana, en Albanie. Donc, il s'agit de rentrer vraiment dans l'ouvrage par des pleines pages en papier couché, donc qui reproduisent bien la réalité, les couleurs, les ambiances, et pour mettre en avant aussi les photos qu'ils avaient commanditées. Et on voit vraiment comment on vit l'espace, quoi, comment il est investi, sans commentaire, sans aucune légende. Et puis après, il y a toute la partie centrale avec un papier beaucoup plus rugueux qui va montrer une série de documents qui témoignent de la conception, des explications des rapports avec les clients, avec les constructeurs, tout ce qui est dessin plus précis d'architecture, de paysage. Ici, par exemple, tous les échantillons des pierres qu'ils ont sélectionnées pour réaliser la place, le sol de la place, ou toute la végétation qui a été aussi choisie pour les alentours. C'est vraiment un espace, un lieu assez incroyable, quoi. Et puis on ressort dans le livre de la même façon par l'expérience vraiment sans commentaire de la vie encore plus proche des habitants. Donc c'est vraiment cette question de narration et de structuration. C'était ça que je trouvais, c'était le défi que je m'étais mise, se dire comment ça peut tenir dans une collection. Et même s'il y a toujours des variantes, mais il y a toujours quelque chose de vraiment pertinent dans cette idée de réalité, d'expliquer comment. Et puis, oui, j'en ai pas encore parlé, de la troisième partie,
qui est donc les réflexions, les thématiques, les questionnements plus en amont ou par après, qui sont mises dans un objet qui vient toujours, qui est détachable. Ça, c'est la contrainte. L'idée de cette partie-là, c'est qu'il peut avoir des formes très multiples, mais ça doit être un objet autonome. L'idée d'autonomie me semblait assez juste par rapport au fait que d'un côté, on a le projet, donc la preuve, et puis ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Donc c'est tout ce qui on a envie de traiter, notre rapport à l'habitat, au vivre ensemble, à l'espace public de façon plus large. Et donc on retrouve notamment des réflexions aussi des gens qui sont autour de ce bureau avec lesquels ils ont souvent des discussions, quoi. Alors ici, je vais vous parler d'un projet, le festival. J'avais été contactée par le Festival de graphisme de Chaumont pour réaliser leur catalogue. Donc chaque année à Chaumont, la petite ville de Chaumont, a lieu ce festival. C'est une des rares festivals de graphisme qui existent. Et donc, je vais vous parler surtout du statut de cet objet. Donc, au départ, normalement, c'est un festival qui existe depuis 1990. Et donc, à chaque fois, chaque année, on invite un graphiste pour faire le catalogue, en quelque sorte, le compte-rendu de ce qui a été montré lors du festival. Et donc, en parlant avec le directeur artistique de cette année, Étienne Hervy, en parlant, on s'était dit, mais en fait, de nos jours, est-ce que ça a toujours du sens de faire un catalogue pour ce festival, vu que le site web, on a prévu déjà de montrer le résultat. Donc, est-ce que ça ne fait pas un peu double emploi? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter en quelque sorte de ce budget pour faire, oui, peut-être une publication, un livre, mais pour parler d'autre chose qui peut être aussi intéressant et qu'on on va pas pouvoir parler dans le site web. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de toucher la question de la référence et du processus de création. Donc, pour ça, ici, je vous montre un zoom de l'objet, parce que l'objet même, au niveau de la matérialité, je me suis dit comment je pouvais refléter cette thématique qu'on avait choisie. Donc, le papier que j'ai choisi pour la couverture, il s'agit d'un papier qui normalement est prévu pour être encollé sur les couvertures cartonnées. Donc, on ne l'utilise pas tel quel. C'est toujours l'imprimeur qui vient encoller avec cette espèce de effet toile. C'est entoilé, quoi. Et ici, ça lui donne un aspect vraiment non fini ou comme si c'était pas tout à fait, oui, abouti. Et c'est simplement un format agrafé, tout simplement. Et vous voyez que les feuilles blanches dépassent. C'est parce que aussi au niveau du façonnage, donc le poste de rayure, donc comment on finit, on vient couper l'ouvrage à la fin. Normalement, quand on fait, certainement que ça vous est déjà arrivé, que quand vous pliez plusieurs pages ensemble pour les agrafer, ben, ça vous fait une espèce de petit effet pyramide, j'appelle ça. Et normalement, en impression, on vient couper des trois côtés, quoi. Et on vient, la dernière, c'est celle-ci, quoi. Et donc j'ai demandé à l'imprimeur de ne pas le couper et de laisser ce côté donc non fini, ce qui donne vraiment, voilà, qui rappelle et qui accompagne la thématique, quoi. Alors l'intérieur, c'est un papier assez basique, sans prétention. Et au niveau de la mise en page aussi, je me suis dit comment je peux jouer, faire passer la hiérarchie, donc à quelle taille je vais mettre les documents, faire la mise en page en tenant compte de ce concept, cette idée. Donc je me suis dit, tous les intervenants du festival avaient envoyé donc une image plus ou moins finie de l'objet final qu'ils allaient montrer, en pensant peut-être que
c'est surtout ça qu'on allait mettre en avant. Ben, on a décidé de les mettre en petites vignettes en noir et blanc, en bas à gauche, en dessous de leur texte de présentation. Donc, c'est pas vraiment mis en avant. Et on leur avait aussi demandé toutes les images de leurs références ou de processus, sans leur dire que c'est vraiment sur ça qu'on allait mettre l'accent, quoi. Et donc, vous voyez ici que... voilà, Joost Grotens, je ne sais pas si vous connaissez, un super graphiste qui a été architecte de formation et qui réalise vraiment des très beaux atlas et des livres en lien avec la représentation du dessin d'architecture. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Bon, voilà. Et puis aussi, par exemple, ici, pour une autre partie des contributions... donc, à chaque fois que mon client recevait la contribution en rapport avec la référence ou la recherche, il me réexpédiait tel quel le mail qu'il avait reçu. Donc, je me suis dit, ah bon, ben, étant donné qu'on montre en quelque sorte l'arrière-cuisine du projet, ben, je vais mettre tel quel le mail. Bon, un peu designé hein, en termes de mise en page, mais j'ai repris vraiment les textes qu'ils ont envoyé avec le nom de l'image qu'ils ont envoyé. Voilà, donc c'était le jeu. Donc, bon, je ne vous ai pas mis ici l'image, mais il y en a qui avaient répondu je préfère rien envoyer. Ben, dans le catalogue, c'est ça qui est écrit, quoi. Bon, désolé. Après, même pour des textes, des contributions textuelles, j'ai décidé de mettre plutôt en avant les références, donc c'est-à-dire tout ce qui est notes de bas de page, de les écrire même plus grand que le texte lui-même et de leur laisser la moitié de l'espace. Et mon client voulait absolument que je participe aussi, que je fasse une contribution, alors que pour moi, ma contribution, c'était l'objet lui-même. Mais bon, finalement, j'ai décidé de mettre les pages de recherche de l'objet, puisque comme mon client mettait beaucoup de temps à m'envoyer le contenu, ben, je tournais un peu en rond et j'ai commencé à faire des essais de mise en page, de tests avec des images des images que j'ai dans des dossiers de référence. Et donc, les textes ici, c'est du lorem ipsum, donc c'est du latin. Et donc, quand l'imprimeur a vu ça lors de l'impression, il a vite téléphoné mon client en disant qu'on avait oublié de remplacer le texte. Et donc, j'ai eu très peur parce que je ne voyais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, mais c'était normal. Alors, ici, c'est un projet qui vraiment, on peut dire que tout vient du contenu, quoi. En quelque sorte, je n'ai rien dû faire ou choisir, quoi. Il s'agit d'un projet qui s'appelle Alphaville, Alphaville. Donc, c'est une publication qui parle de l'influence du cinéma de Godard auprès des artistes des années 50-60 américains. Et donc, pour réaliser ce livre, les éditeurs qui m'ont contacté pour faire le livre m'ont expliqué que l'idée de réaliser cet ouvrage est venue de ce document-ci. Donc, il s'agit en fait d'une contribution artistique qui a été publiée dans le magazine Arts Magazine en 1968. Et donc, c'est vraiment en quelque sorte une pièce, une œuvre d'art à l'intérieur même d'un magazine. Et donc, ils m'ont demandé si je pouvais le reproduire, en tout cas, tel quel, au format. Donc, je me suis dit, ah bah, étant donné qu'eux, ils sont partis, en quelque sorte, de là pour faire leur livre, non, c'est ça qui a été à l'origine du projet. Je vais me baser aussi, tous les choix que je dois prendre, je vais me baser sur ce document. Donc, c'est-à-dire que ici, je vous ai mis côte à côte, j'ai repris exactement donc le même format, les mêmes marges, la même typographie, bon, la version digitale actualisée de la Century, la typographie utilisée, la structure en 3 colonnes, donc la taille du texte, tout est pompé, on peut dire, de ce document, quoi. Je me suis vraiment basée dessus, surtout que c'est un livre qui parle de l'influence de,
hein, d'un artiste sur un autre. Et puis, on peut voir ici, au niveau de... Ceci, c'est la page du sommaire, où on peut voir très clairement apparaître le rapport. Donc, le document avait 12 cases. Donc, j'ai repris exactement ces 12 cases. J'avais vraiment de la chance parce que j'avais 12 contributions. Avec aussi, il y avait la contribution d'une artiste qui participait même à contribuer dans l'ouvrage. Elle intervenait à l'intérieur de l'ouvrage, et c'est la petite image ici qu'on voit par transparence. Aussi au niveau de l'objet, donc la souplesse, le type de papier, le grammage, la reliure, tout venait de ma référence. Et donc on voit ici comment, même pour la position du titre, des pages titres, des contributions, je me suis basée sur la page du sommaire. C'est un peu comme si c'était l'influence qui se diffuse. Donc les choses remontaient ou descendaient à partir de cette page de sommaire. Donc aussi la même chose pour la page qui précède le sommaire, donc la page où on cite tous les contributeurs. Donc j'ai repris les noms qui apparaissent dans le sommaire, exactement à la même place. Pour la page de titre, la page encore avant, c'est exactement la même chose, le même procédé. Et même pour la page donc, de couverture, mais étant donné que le titre du livre, Alphaville, n'était pas cité tel quel dans le sommaire, donc c'est un travail que j'ai fait avec Sylvie Hébert, qui était l'artiste qui participait à l'intérieur de ce livre, et avec qui j'aurais pas pu arriver là. Je pense qu'elle m'a beaucoup influencée. C'était vraiment une collaboration, et où on voit qu'on a repris les lettres à partir de sommaire. On en avait besoin d'un A, alors on allait le chercher. Et donc c'est une lecture un peu intuitive, on peut dire. Et avec en couverture aussi l'image du Concorde, puisque ça c'était une idée de mon stagiaire de l'époque, Niels, qui avait dit comme ça un peu en boutade, je pense, en couverture on pourrait mettre le Concorde puisqu'il fait le trajet Paris-New York, je crois. Donc au début je me suis dit quelle idée, mais finalement ça avait vraiment son sens, quoi. Donc on a repris cette image du Concorde. Alors pour finir, donc nous arrivons bientôt à la fin. J'espère que vous n'êtes pas morts de froid. Vous parlez d'un livre justement que j'ai fait avec Cédric Libert. Il s'appelle 311 méthodes. Donc il s'agit bien d'un catalogue, on va voir pourquoi. Alors ici, je ne pourrais pas parler du 311 méthodes sans parler du livre Méthode, qui est en quelque sorte son grand frère, puisqu'il s'agit d'un livre qui est en fait une pièce d'exposition. Parce que Cédric, quand il était en charge de réaliser, d'être le curateur de cette exposition, qui présentait le travail des architectes Pierre Eblink et Pierre de Witt. C'est des architectes belges de Liège. Et donc, il voulait absolument montrer une quantité énorme de documents. Donc, comme d'habitude, il est extrêmement généreux et toujours très emballé. Mais il s'est rendu compte que, en fait, l'espace de la galerie était peut-être trop petit pour pouvoir accueillir et accrocher, exposer toutes les pièces qu'il voulait montrer. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas faire un livre qui sera présent dans l'exposition, qui fera partie de l'exposition et qui présentera l'ensemble des pièces qu'il voulait montrer. Et autour, donc en vrai, montrer uniquement qu'une sélection de toutes ces pièces. Donc c'est comme ça qu'est né le livre Méthode, qui était classifié par type d'approche, quoi. On avait des photos de leur atelier, des photos bien sûr des dessins d'exécution, des photos des maquettes, des images, des interventions artistiques dans leur bâtiment. Donc c'était
sous-divisés comme ça par des thèmes, des mots-clés. Et donc les projets étaient un peu partout dans les différents chapitres. Alors, cette exposition était censée être... Donc, la première exposition a eu lieu donc, à la Galerie d'Architecture à Paris. Et cette exposition, après, Cédric a réussi à qu'elle aille par la suite à Londres, à l'école d'architecture, à la EE, donc pour être montrée. Et donc là-bas, il a discuté avec le directeur artistique des publications, je pense, de l'époque, Zach Geiss, et ils étaient vraiment emballés par le livre méthode. Ils se sont dit, ah, ce serait chouette si vous faites un livre, une version peut-être plus modeste, en noir et blanc, du méthode, quoi. Une sélection de quelques pages du méthode en noir et blanc pour que ça coûte moins cher. Donc Cédric est revenu à Bruxelles et il m'a appelé, il m'a dit, ah, j'ai une super nouvelle, ils ont commandé un autre livre, tu vas pouvoir faire un nouveau livre. Et donc moi aussi j'étais très emballée, mais à un certain moment je me suis dit, ouais, mais quel est l'intérêt en fait de faire une version plus modeste, réduite, en quelque sorte un sous-méthode en noir et blanc. Je ne voyais pas trop l'intérêt de ça. Et bon, j'avais pas eu un autre brief que celui de on a envie que vous fassiez un autre livre sur ça. Donc je me suis dit, je vais leur proposer, plutôt que de faire un sous-méthode, de leur proposer de faire le catalogue de l'exposition, puisque en fait l'exposition à Londres n'était pas tout à fait la même qu'à Paris, puisque l'espace n'était pas le même, donc ils devaient sélectionner une partie des pièces, rajouter ou enlever, je ne sais plus, mais c'était plus exactement la même chose. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de réaliser plutôt le catalogue qui reprend les pièces qui sont exposées à La Haye. Et en même temps, j'avais entendu dire dans une des les gens qui visitaient l'exposition à Paris, qui disaient, ah oui, mais c'est dommage, on n'arrive pas très bien à visualiser les projets en soi, puisque les projets étaient existants, ils étaient parsemés dans l'espace à différents endroits. On n'avait pas une vue d'ensemble du projet, de compréhension du projet. Je me suis dit, ah, bah, ce serait intéressant pour celui-ci de plutôt organiser, structurer le livre par projet. Et donc, donc chaque projet commence par une mise en situation du projet, un petit texte descriptif, puis sur les pages blanches, très simplement montrer les objets, les pièces qui étaient exposées, qui se rapportaient à ce projet. Et pour finir, je leur ai demandé de sélectionner 3 dessins, que ce soit des élévations, des coupes ou des plans, qui sont essentiels pour la compréhension du projet. Et donc, ce petit livre est composé en fait d'une série de petits dossiers. Chaque dossier est un projet. Et donc, ces dossiers sont simplement agrafés et puis assemblés à la fin, reliés avec une colle. C'est une colle à froid qui est une colle extrêmement souple, mais très rigide en même temps, qui tient bien et qui est très discrète. Elle est à peine perceptible. Et donc, j'ai fait ça aussi dans l'idée de pouvoir par la suite d'en imprimer vraiment un nombre plus conséquent. Et puis, étant donné que c'était une exposition itinérante, l'idée c'était que à chaque fois que l'exposition allait à un endroit, en fonction de l'espace disponible de l'endroit, ils allaient voir quel projet ils pouvaient exposer. Et donc, on pourrait composer, donc reprendre les petits dossiers qui avaient été pré-imprimés et les réassembler en fonction de la sélection. Et uniquement imprimer la couverture, parce que la couverture à chaque fois elle change puisque le nom du lieu est différent, et puis de les relier avec cette colle. Donc ça c'était l'idée de base. Bon, finalement, pour X raisons, ça n'a pas été repris comme idée jusqu'au bout, mais c'est de là, la forme était là pour pouvoir fonctionner de cette façon-là. Et aussi, les agrafes, vous remarquerez qu'elles sont mises en quelque sorte en quinconce, quoi. Elles ne sont pas toutes placées au même endroit pour éviter d'avoir un box, quoi, un endroit où toutes les agrafes se coïncident et donc avoir une espèce de relief
une espèce de petite montagne, donc pour distribuer en quelque sorte le surplus d'épaisseur, quoi. Voilà pour la petite histoire technique. Et pour finir, bon, j'espère que tout ça vous a permis de voir, de comprendre comment on peut vraiment tout prendre de la question de base, que ce soit la thématique, le contenu, ce qu'on attend, et aussi ce que peut-être on n'attend pas, mais que vous pourriez deviner qui pourrait souhaiter. Donc tout ça, c'est ça qui me permet en fait en quelque sorte de ne pas m'emmerder dans mon travail. Parce que si j'avais, par exemple, il y a des bureaux de graphisme qui ont un certain style et on peut le reconnaître et ils veulent volontairement faire passer une certaine ambiance. Parfois, ils n'utilisent qu'une seule et même typo. Mais en tout cas, pour moi, j'aime bien commencer un travail, un projet, l'envisager et me rendre compte que, en fait, je n'ai aucune idée à quoi je vais aboutir. J'aurais jamais pensé que j'allais faire un projet avec la typo Arial. Bon, il y a plein de projets que c'est vraiment un processus. C'est que le projet vient avec toutes ces contraintes et c'est ces contraintes-là qui vont donner la forme. Et bien sûr, il y a des gens qui disent qu'ils reconnaissent mon style. Mais par rapport à cette notion de style, cette question du style, c'est pour moi le style, c'est un peu comme mon accent. C'est quelque chose qui... mon accent, il vient parce que de ce que j'ai entendu. Et comme mon style vient de ce que je vois. Donc je suis nourrie, je l'admets, de ce que je regarde et ce qui m'entoure. Mais en aucune façon, j'essaye en tout cas de reproduire comme l'accent de quelqu'un c'est naturel, quoi. Donc moi, c'est comme ça que j'essaye en tout cas d'avoir cette approche par rapport au style, quoi. Voilà, j'avais envie de terminer par ça. Je ne suis pas du tout sûre que c'est peut-être ce que Cédric avait envisagé comme sujet ou thématique. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Non, mais je dirais, voilà. Merci Manuela. Mais je dirais juste deux choses. Il est un peu tard, il fait un peu froid. Il y a deux choses. Si quelqu'un veut poser une question qui aurait peut-être de l'intérêt pour tout le monde, ça c'est une option. Et l'autre option, c'est quand même d'aller voir les livres. Donc, dites-moi si il par peut y hasard avoir les deux options. Oui, après on peut discuter sans le micro et on peut discuter là-bas. Mais si quelqu'un veut se saisir du micro bleu ici pour poser une question, dites-le maintenant. Sinon, on peut aller voir les livres. Voilà. Oui, les livres. Allez, les livres. Merci.